Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la 7ème illusion, je suis le bûcheron du cinéma en compagnie de Joe. Comment vas-tu? Bah salut à tous et ça va très bien. Et aujourd'hui, on va vous parler du coup du nouveau film de Todd Haynes qui avait été présenté en compétition à Cannes en 2023. Il s'agit de May December. Le film raconte l'histoire du coup de l'actrice Elizabeth Berry, jouée par Nathalie Portman, qui vient à la rencontre du coup de Gracie, dont elle va incarner le rôle à l'écran et dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. Du coup, bah, Joe, je vais te demander, qu'est-ce que du coup, vite fait, du coup, ton rapport à Todd Haynes, hein, puisque c'est un cinéaste acclamé et aussi un cinéaste avec une patte très particulière, hein, très distincte. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce May December? D'abord, Todd Haynes est un cinéaste qui m'a refroidi au début et actuellement je suis en train de tomber amoureux de sa filmographie parce que j'ai découvert par Dark Waters, qui est un film qui est pour moi qui est brouillon et ne fonctionnait à aucun moment, qui faisait partie d'un choc de genre qui ne se tenait pas et qui était plus un film de commande, même le réal le dit, il voulait pas forcément le faire. Et je le redécouvre à Cannes en 2021 par The Velvet Underground qui m'a, on va dire, roulé dessus. Et suite à ça, je découvre Carole au Noël dernier, qui est un immense coup de cœur, et May December cette année. Pour moi, c'est vraiment un cinéaste qu'il faut étudier de manière parallèle à David Cronenberg, tant leurs thèmes peuvent être similaires. Par exemple, Carole et la mouche, Loin du paradis et le festin nu, ou alors May December et Maps to the Stars. Parce que Maps to the Stars, comme May December, c'est un film qui se veut être explorer la réalité et même plutôt le cauchemar du cinéma. Et on en reviendra, mais pour moi, May December a aussi une grosse partie proche du cinéma de Dumont et notamment de l'exploration entre le cinéma et la réalité, comme on l'avait pu le voir dans France. Ok, bah, très surprenant le lien avec Cronenberg. J'avoue que j'aurais pas fait le lien directement, mais c'est vrai qu'avec Mad to the Stars, il y a une connexion flagrante avec May December. Moi, du coup, Todd Haynes, je l'ai découvert avec Farm from Heaven. Du coup, son long métrage surkien, mélodrame, qui rendait hommage au cinéma classique hollywoodien. Et en fait, Todd Haynes, c'est un cinéaste dont j'admire énormément le travail, dont pour moi son plus grand chef-d'œuvre est Safe, sorti en 1995. Et c'est pas pour rien que je parle de Safe, j'en parlerai plus tard, mais il a aussi un lien avec May December. Mais surtout, c'est la première collaboration entre du coup le cinéaste et sa muse, qui est Julianne Moore. Et voilà. Après, pour le coup, Dark Waters, on avait parlé en privé, mais je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un film qui fonctionne pas très bien sur un mélange de deux genres que Todd Haynes n'arrive pas à faire concrétiser. C'est un film qui reste un peu sur lequel je reste un peu sur ma faim, même si il a quand même tout de même des qualités à mentionner. Et du coup, ce May December, je suis ravi parce qu'il revient, à la fois Todd Haynes, il revient à un style beaucoup plus acerbe, beaucoup plus, en tout cas au niveau de la photographie, même si c'est plus, moi, c'est pas son chef-op attitré depuis Far From Heaven, mais en tout cas, il y a une espèce de simulacre d'une copie, en tout cas dans la photo qui est magnifique, et on en parlera de cet aspect copie persona. Et surtout, en fait, je sais que tu seras pas aussi fort pour moi, mais je trouve que c'est un des plus grands Todd Haynes depuis très longtemps. Parce qu'il y a ce scénario sur fond en fait d'actrice qui va à la rencontre d'une personne qui a enflammé la presse scandale, qui va une espèce de critique acerbe du méthode actor, et qui va plonger petit à petit dans un récit de vampires féminins où l'une comme l'autre, Elizabeth et Gracie, qui vont se dévorer l'un après l'autre, dont ils vont chacune en fait s'aspirer de l'une à l'autre. Et c'est vraiment vraiment fascinant. Voilà, en tout cas. Mais du coup, ouais, parce que tu avais fait un lien avec Mad to the Stars et c'est complètement justifié parce que les deux films sont ultra, en tout cas, ils sont très acerbes, très virulents sur Hollywood et sa Mais méthode, c'est quoi. aussi deux films, comme tu dis, de vampires féminins, où d'un côté, dans Maps to the Stars, c'est Mia Wasikowska et Julianne Moore qui se vampirisent mutuellement,
Et de l'autre, c'est Portman et Julianne Moore qui, ici, a quasiment le même rôle que chez Cronenberg. Un rôle qui lui a valu d'ailleurs la palme d'interprétation féminine. C'est vrai. Et aussi, là, du coup, il refait du coup ce jeu de vampire. Et là intervient en fait tout un pan du scénario qui va du coup se concentrer du coup sur l'amant puis mari Charles, interprété par du coup Charles Melton, Melton, du coup, qu'on a ouais, vu chez Riverdale, sur Netflix. c'est ça. Et c'est très impressionnant le saut de carrière passé de Riverdale à May December, c'est fascinant. Et du coup, le personnage de Joe, en fait, qui est du coup la troisième pièce du coup de May December, et qui en fait joue un espèce un espèce d'entre-deux, mais aussi de contresens dans le film, qui est fascinant. C'est-à-dire que on a, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez forcément reconnu non pas la bande originale de Faites entrer l'accusé, j'étais obligé de la faire celle-là, mais bien de la musique du film Le Messager, musique composée par Michel Legrand, qui est réorchestrée ici, et qui est une magnifique réorchestration avec des tonalités plus graves. Et en fait, cette musique, elle est à la fois utilisée au début du film de manière ultra ironique. C'est sur le fait que Julianne Moore, elle ouvre le frigo et elle fait « Ah, mais en fait, il manque... on n'a pas assez de saucisses pour faire des hot dogs. » Et après, cette musique va venir de plus en plus marquer le fait que le personnage de Gracie, en fait, c'est un vent, en tout cas, les deux personnages féminins vont se dévorer, mais aussi quelque part aussi dévorer le personnage du coup de Joe. Mais c'est pas juste un film de jugement en mode c'est une femme qui a eu une relation avec avec un jeune ado qui était à l'époque en 5e, qui était très très jeune. Et non, ce n'est pas un biopic sur Brigitte Macron, mais ça aurait pu. Mais un peu quand même, désolé, mais entre ce garçon modèle que sa prof va aller séduire, c'est Brigitte Macron, et puis peu à peu, cette personne émergente d'un nouveau front qui vient le séduire, c'est un peu Gabriel Attal en fait. Et puis l'accusé ici, ça ne serait-il pas l'État que nous attaquons en justice? C'est vrai qu'en vrai le lien est assez marrant, mais mis à part ça, c'est en fait surtout aussi un scénario typiquement années 90 que Todd Haynes va ancrer du coup dans les années 70. Déjà par la citation du coup du film Le Messager, qui est un film important des années 70, mais aussi du coup avec un aspect de thriller psychologique qui va jouer en fait sur une espèce de paranoïa sur, du coup, comme on l'a dit maintes et maintes fois, du coup, ce duel de vampires. Mais surtout, c'est un espèce de duel en fait que Todd Haynes va toujours laisser en suspens, et non pas, il va pas. En fait, le film en fait, le personnage de Elizabeth veut essayer de comprendre, comme le veut la méthode actor, c'est-à-dire analyser le personnage, le décrypter, finalement, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle était âgée déjà d'une 30aine d'années, et pourquoi est-ce qu'elle est tombée amoureuse? Et finalement, en fait, Todd Haynes, pour moi, ce qui est très fort avec le film, c'est qu'en fait, il donne pas de réponse. Il donne pas de réponse. Est-ce que finalement, ce personnage, en tout cas, on saura jamais pourquoi vraiment, en fait, elle est tombée amoureuse d'elle. Et justement, elle va en jouer de ça, de dire que j'étais naïve, et quelque part, le personnage de Gracie essaie de retrouver une adolescence, et c'est du coup un truc que le film va exploiter. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le fait que Gracie est elle aussi une actrice et pas seulement Elizabeth. Gracie est une sorte d'actrice aussi, notamment avec le décalage humoristique presque totalement satirique du film, quoi. Mais je suis assez d'accord avec toi, et ça me fait mal de faire une comparaison avec un univers qu'on a beaucoup décrié ensemble, mais j'ai l'impression de voir au début une mécanique proche de WandaVision. Ah. À savoir qu'elle est également actrice, mais qu'elle se crée sa propre réalité tout autour. Une réalité que le monde, entre guillemets, réel va venir percuter à plusieurs endroits. Et le seul personnage clé ici, du coup, le personnage de Nathalie Portman, qui est Julianne Moore, et qui veut tellement lui devenir elle et rentrer dans ce monde-là pour réussir sa vie, donc dans l'acteur studio, dans ce film, mais
aussi le fait que la réalité vient rattraper ce personnage, à savoir que le film qu'elle tourne n'est pas un film mais un remake. Ah oui, complètement. C'est un remake d'un téléfilm d'ailleurs, c'est dit dans le Oui, film. il remake un Et téléfilm qui a déjà été fait sur la vie de... Enfin, les deux noms m'échappent, donc de Julianne Moore. Parce que au moment où on parle, j'ai vu le film il y a entre 1 et 2 mois. ouais, mais oui, c'est inspiré quelque part aussi d'une histoire qui s'est déroulée aussi aux États-Unis. Donc il y a une part en fait de réalité et de fiction. Et même d'ailleurs le film, à un moment, quand il y a ce dialogue entre Elizabeth et Joe, c'est dit en fait, elle le prend pour une histoire, mais que lui, ce personnage, bah en fait, bah t'es en train, c'est pas une histoire, c'est ma vie. Mais sauf que pour lui, si c'est sa vie qui lui a été enlevée quand il était adolescent, bah pour Gracie, c'est une sorte d'histoire naïve en fait de Roméo et Juliette. C'est même dit dans le film, une espèce de Roméo et Juliette tragique. Mais en tout cas, elle croyait que ça allait être un Roméo et Juliette tragique avant qu'elle finisse en prison, quoi. C'est une espèce d'aspect assez viscéral du truc. Et aussi la réalité en fait, elle est ancrée pour moi dans le film. C'est en fait justement en fait on va suivre le quotidien du coup de Clacy qui fait ses gâteaux, Joe qui est à côté médecin, et aussi sa vie dans le canapé, il a fallu dans le canapé, et en fait c'est un espèce de quotidien qu'elle a fabriqué, Clacy. Elle a littéralement sculpté un personnage qui, du coup, ce personnage d'adulte, mais qui reste quelque part un adolescent, et c'est là où en fait ça paraît factice, justement avec cette photographie qui va jouer un peu sur sur le suréclairage avec ce soleil éclatant de la savannah. C'est assez fort d'ailleurs, la photographie en pellicule, le grain marche très très bien dans le film, et aussi de cette espèce de factice du décor, et en fait où Joe va commencer à se rendre compte que sa vie lui a échappé. Et c'est un autre aspect du film qui est très intéressant. C'est aussi qu'il tire aussi une partie de son ADN du soap opéra. Et en fait, il va s'interroger là-dessus dans la chambre à coucher. Je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Même si quand tu parles d'univers qu'elle crée et qu'elle sculpte, il y a un autre parallèle à faire à partir de ce moment-là, c'est que ça renvoie directement à la filmo Todd Haynes, ce qu'elle crée. La femme qui cuisine et entre guillemets qui n'est pas crue par son entourage, parce que dans le film, oui, on apprendra plus tard pourquoi elle cuisine et pourquoi elle fait des gâteaux, mais ça renvoie directement à Mildred Pierce, qui est la mini-série Todd Haynes. Oui, c'est ça. Puis lui qui, oui, il est appelé sur le canapé et il parle en réseau, mais c'est un peu tous les films de Todd Haynes qui se construisent par des réseaux de personnages qui, ici, vu que la maison se veut être un univers fictionné qui sort de l'imaginaire de Julianne Moore, on se retrouve sur juste des insectes, qui est d'un côté la société la plus ancienne au sens social, oui, et de l'autre côté, ce qui est le plus factice au monde. Bah, c'est ça en fait. Même d'ailleurs, le film s'ouvre du coup sur la partition musicale de Michel Legrand, avec justement ces chenilles qui grimpent sur le feuillage. Et même aussi, en tout cas, le confort qui va se retrouver détruit. En tout cas de ce concon un peu bourgeois, renvoie à Safe, où Julianne Moore en fait se rend compte que tout le château, un espèce de château de cartes qu'elle a bâti commence à s'effondrer petit à petit. C'est ça aussi qui est intéressant. Et mais c'est pas, mais en fait il n'est pas totalement effondré. Il y a une espèce d'entre-deux que Todd Haynes il laisse en suspens, et c'est ça qui est, je trouve, vraiment passionnant dans le film. Là où en fait on pourrait trouver que c'est ses limites, moi je trouve que c'est là où il tire quasiment un diamant noir en fait. C'est cette espèce du coup d'écho entre le factice et le réel, et que justement en fait encore une fois on peut l'assimiler avec le fait qu'il y a 3-4 scènes, on voit justement au départ des chenilles, puis des chrysalides, puis un papillon. Et il y a un moment où du coup, c'est la troisième, où du coup Joe, en fait, il prend soin de chenilles pour pouvoir qu'ils évoluent en papillon. Et à un moment, du coup, il y a un papillon qui sort de sa chrysalide et qui s'envoie.
qui s'envole. Et du coup, ça en renvoie au fait. Et le plan est très très beau d'ailleurs parce qu'il est sur une vitre et le papillon s'envole. Et en fait, c'est une espèce d'idée qui est juste projetée sur un miroir. C'est juste un reflet de lui qui voudrait se libérer. Et même d'ailleurs, dans le film, il y a beaucoup, beaucoup de miroirs. Et c'est là où je vais intervenir parce que tu parles de beaucoup de miroirs. Tous les plans quasiment du film sont construits sur ce modèle-là. On est quasiment sur un split screen qui n'existe pas, mais où tous les plans vont se répondre d'un côté à gauche de l'écran, qui sera toujours suivi d'un plan mais qui se passe à droite de l'écran. C'est ça. Puis les personnages sont filmés soit de face, soit de profil. Oui, et du coup, littéralement, le film est un papillon entier. Bah c'est ça, c'est littéralement un papillon qui doit s'envoler, quoi. Et même si on peut évidemment renvoyer ça à Persona avec la séquence qui est sur l'affiche du film où c'est la séquence où Julianne Moore maquille du coup Nathalie Portman et une des séquences les plus terrifiantes de ce début d'année. c'est vraiment il y a une espèce de rapport d'aspiration où les deux s'aspirent mutuellement, c'est assez terrible. C'est quasiment du Zulowski par moment cette scène. Ah mais totalement, c'est une séquence de Persona mais mélangée à du Possession, c'est terrifiant. Ah mais c'est là où Elisabeth justement étudie comment est-ce qu'elle fait précisément, parce que même d'ailleurs dans le film elle demande c'est où vous vous êtes rencontrés quand Elisabeth quand Tracy s'est fait repérer avec Joe avant qu'elle finisse en prison. Bah, ils ont été à l'arrière dans l'arrière boutique. Elle demande à voir l'arrière boutique, elle simule tout ça et en fait elle aspire tout ça parce que en fait c'est une espèce d'idée qu'en fait elle veut, en tout cas elle croit toucher au réel, si moi en tout cas pour le personnage d'Elisabeth, aspirer ce qu'était l'histoire de Gracie, c'est toucher au réel, alors que finalement c'est factice. Et ça revient du coup à la séquence finale et je pense qu'on va passer en partie spoiler pour parler en tout cas des deux climax du film. Donc là on va passer en partie spoiler et je te laisse du coup décrire les deux séquences du film. Les deux séquences du film du coup, c'est à partir de ce moment-là où je décroche. J'en ressors quand même estomaqué de ce film, mais je trouve que la construction en double climax est ratée au possible. Donc d'un côté, le faux happy ending de Gracie avec sa fille qui ait enfin son diplôme et elle qui va dans les tribunes et qui célèbre avec sa famille pendant que Joe est de côté. Et de l'autre, le tournage du film où Nathalie Portman, qui dans son entrain de vouloir être le plus réel possible, demande à refaire une scène de sexe des dizaines de fois. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire parce qu'en fait, t'as évoqué justement le fait que le film était quasiment un faux split screen quasiment dans son intégralité avec son jeu de miroir. Et du coup, en fait, c'est deux séquences qui viennent à la suite. Et c'est vrai que même si moi, je trouve pas les idées ratées sur... En tout cas, l'idée est excellente sur le fait, cette espèce de faux happy ending. Oui, évidemment. Mais le problème, c'est que Todd Haynes, dans son style, le double climax ne lui appartient pas. Et encore moins dans le style de papillon du film. Parce que ce sont deux séquences qui ne sont pas filmées de côté ou de profil, mais en face. Frontalement, et oui, et c'est la caméra qui opère ici ce déplacement et non le cadre. Donc à partir de ce moment-là, ça me dérange, vu que ça déroge au concept qu'a inauguré le film et aux règles de son univers. Et même ces deux climax de suite, le premier est tellement estomacant que le deuxième l'est quasiment autant, mais on peut pas réenchaîner comme ça. Le mieux pour moi aurait été de faire vraiment un vrai split screen, celui-là, comme on connaît via Lux Eterna ou Vortex ou Nymphomaniac. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que, ouais, pour le coup, c'est vrai que pour le coup, il brise sa règle d'idée que c'est filmé soit vraiment de face et de profil et que les personnages ne se regardent pas vraiment. Et là, pour le coup, ils se rencontrent vraiment face à face après qu'il y ait la célébration. Et du coup, Julianne Moore voit Nathalie Portman et vient lui parler et lui dire qu'elle ne pourra jamais être vraiment comme elle. Mais je trouve quand même que, en tout cas, le climax est vraiment effrayant parce que
du coup, tout au fond, il y a Joe et que lui, en fait, il passe à travers un grillage. D'ailleurs, j'adore ce travelling où justement, en fait, il est enfermé. Et même si après, il passe le grillage, il y a toujours une partie de lui qui est enfermée. Et en fait, c'est une vie que Gracie a bâtie et cette vie-là, elle a réussi à la préserver. Même si ça s'est commencé un peu à s'écrouler, elle a réussi à conserver le château de cartes. Et ça, je trouve ça l'idée exceptionnelle et terrifiante. Et de l'autre côté, du coup, on a du coup cette resimulation et qu'en fait, elle n'arrive pas à est-ce que et du coup, en fait, ça dirait que Gracie a réussi à quelque part à retourner à Elisabeth et qu'en fait, elle n'arrive pas. Moi, en fait, elle dit qu'elle touche au but, mais en fait, si du coup, on met en fiction quelque chose qui est réel, on va essayer de le toucher du doigt, mais est-ce qu'on y arrivera vraiment à toucher du doigt quelque chose qui est réel et qui, en tout cas, quelque chose qu'elle dit d'authentique. Le personnage dit ça à plusieurs moments dans le film, à quelque chose d'authentique, de réel. Mais sauf qu'en fait, c'est factice, et même cette histoire-là est factice. Donc en fait, elle touche un réel. En fait, elle touche juste un factice, quoi. Et même d'ailleurs, la scène est surjouée avec l'idée du serpent, les yeux très posés. Même d'ailleurs, en plus, juste avant ces deux scènes, elle lit la lettre que Joe lui a donnée et elle fait en fait un espèce d'idée. Moi, on reprend ces tics mécaniques du personnage de Gracie et en fait, ça donne juste un truc qui est automatisé et un espèce en fait du coup c'est vraiment un persona quoi mais qui est factice et terrifiant en fait. Oui, mais on s'approche vraiment de plus tu fais vrai, plus tu fais faux. Bah c'est ça, et ça vraiment nous remet en question littéralement tout le film et toute la place de cette actrice qui, lors de ce deuxième climax, elle ne se retrouve plus être celle qui était chez Gracie, mais vraiment quand elle tourne cette scène, elle est l'actrice juste qui a été invitée en fac de cinéma pour décrire son métier. Ouais, c'est ça, puis en plus d'ailleurs elle fait un entretien avec des élèves à un moment où elle parle du coup de son métier et en fait elle dit qu'elle essaie toujours de trouver quelque chose et d'ailleurs il y a une question sur les scènes de sexe, il y a... Mais qui est la seule question qui est posée, parce que Todd Haynes nous montre ici que les actrices ils s'en fichent complètement dans le film et que aujourd'hui être actrice n'est pas vouloir faire de l'acteur studio ou proposer du vrai, mais proposer une performance plus qui appartient au cinéma et que tout ce qui intéresse encore les étudiants, c'est faire du vrai et ici faire du sexe. C'est ça, il y a touché quelque chose de vrai, mais qu'en fait Todd Haynes justement en faisant un espèce en construisant tout son film d'une idée factice, d'une histoire construite et qui est devenue presque un scandale et qui est devenue finalement une histoire fait divers comme tant d'autres n'est que factice et bricolé et n'est que manipulation. Donc on retourne du coup, aux racines des années 70 dans son style, en tout cas du style que le film convoque, le thriller paranoïaque quasiment, quoi. Et on retourne surtout à ce que l'actrice détruit au début. C'est ça, parce que c'est même elle du coup, elle vient dans le cocon, dans le cocon du quotidien, parce qu'on suit tout le temps le quotidien, et elle est montrée tout le temps comme intruse là-dedans, d'un quotidien qui est fabriqué et qui est tout aussi terrifiant. Donc il n'y a pas vraiment ah mais non, mais en fait c'est un personnage plus nuancé que ça, Gracie ou Elisabeth peut percer du doigt quelque chose en fait. C'est juste l'un et l'autre et c'est juste de se bouffer quoi. Et si c'était pas ça, les relations humaines, vouloir se bouffer le plus les uns les autres pour montrer notre social et devenir le plus vrai possible. Ah ça c'est un truc que je pense que le film d'ailleurs le laisse en suspens là-dessus et laisse littéralement un discours méta sur ça en fait, sur finalement qu'est-ce qu'une relation humaine, est-ce que c'est finalement se dévorer l'un à l'autre ou une espèce d'idée de communication quoi. Et comme dit Rimbaud, ce film vraiment c'est le jeu est un autre. C'est ça, c'est exister pour devenir l'autre. Bah c'est ça. Bah, en fait, justement, l'actrice Elizabeth Berry qui incarne du coup l'acteur studio, en fait, est la représentation de prendre l'un pour devenir l'autre. C'est littéralement ça. Elle est vraiment l'incarnation de ça.
de ce que on pourrait voir des biopics où justement l'acteur est maquillé à mort et il doit avoir la démarche de, je sais pas, de Churchill, de tant d'autres en fait. Donc voilà, si je pense qu'on est pas mal. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour je pense qu'on a tout dit sur le conclure? film. Donc voilà. En tout cas, May December, c'est un film qu'on vous recommande énormément. C'est vraiment un film que je trouve, en tout cas, ce début d'année frappe très très fort. Et même d'ailleurs, la semaine prochaine sortira un autre film qui lui aussi va frapper très très fort, je pense, et qu'on aura hâte de découvrir. Donc je vais écrire un article dessus. Mon article sort bientôt d'ailleurs sur le site. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, de partager, d'aller voir le site de la 7ème Illusion, vous abonner à nos réseaux sociaux, et on vous dit à la prochaine. Salut!